Alors on est au deuxième cours de l'Ilchot Pessah, les lois de Pessah. On a vu la dernière fois l'abdika, on va continuer sur l'abdika Hametz, la vérification du Hametz qui a lieu le 14 au soir, c'est la veille de Pessah, le 14 mois de Nissan au soir. Comme dit la Mishnah, Or la Basar, Botkin et Hametz et Oraner. À la lumière du 14, ça veut dire le soir du 14, on vérifie le Hametz à la lumière de la bougie. J'explique la dernière fois, je répète, que pourquoi est-ce que la Mishnah a dit la lumière. Alors la Gemara dit, parce que c'est comme ça qu'on appelle le soir en araméen, les preuves de la Torah, mais la mystique juive va dire que ce soir-là, il y a une grande mitzvah, une grande lumière qui se dévoile. L'Arbasar, ce que vous voulez dire hier, Arbasar au 14, 14 c'est les yeux. Un œil, chaque œil, Ain, valeur numérique du mot Ain, de la lettre Ain, c'est 70. 70, ça fait 140, c'est 14, d'accord, 140, 14, c'est le petit chiffre de 140, c'est 14. Donc il y a une lumière. Parce qu'on voit maintenant avec les yeux, on va aller maintenant rechercher, d'accord, on recherche dans nous-mêmes aussi le Hametz qu'il y a, tout le mal, il est en train de le lendemain matin, on va le brûler. De même qu'on fait cela matériellement, il y a aussi au niveau des forces spirituelles, on est en train de brûler, de trouver tout le mal et de le brûler. Toutes les forces du mal, elles sont, comme j'expliquais hier aussi, que c'est en cette date du 14, la veille de Pessah, que doit avoir lieu la disparition de Amalek. Alors l'abdika, on doit le faire dès que le soir tombe. Ça veut dire entre 20 et 25 minutes après le coucher du soleil. Une demi-heure avant ce moment-là, il est interdit de commencer des choses à propos desquelles on a une présomption que ça va durer longtemps. Par exemple, un repas avec du pain, ça va manger du pain plus que la quantité que kabetza. Kabetza, c'est 154 millilitres. 2 boîtes d'allumettes standard universel. Si on mange plus que cela, il faudra commencer avant la demi-heure qui est avant la tombée des étoiles, avant la tombée de la nuit. Ici, on sait que la tombée de la nuit, c'est environ 25 minutes après le coucher du soleil. Donc 5 minutes avant le coucher du soleil, ça fait une demi-heure avant le temps de l'abdika, une demi-heure avant le temps de l'abdika, donc 5 minutes avant le coucher du soleil, interdiction de commencer à faire un repas avec du pain plus que 2 boîtes d'allumettes. Manger autre chose, de la viande, des fruits, on peut. Combien? Il y en a qui disent tant qu'on veut. Alors Rav Ovadia, le Mishnah Berurah, il dit non, quand même pas trop exagéré, de peur que justement on va être amené à faire un grand repas et oublier de faire la bdikat chametz, la vérification du chametz. Des gâteaux, c'est comme le pain. Il ne faut pas manger non plus trop, pas plus que kabetza. De même, on n'aura pas le droit de commencer à se coiffer, aller chez le coiffeur durant cette demi-heure-là. On n'a pas le droit de commencer à faire un bain. Toutes ces choses-là sont interdites de peur qu'on va commencer une chose qui va durer longtemps et on oubliera de faire l'abdikat chametz. C'est n'importe. Pardon. Comme n'importe quelle mitzvah pour le mincha, c'est marqué dans la Mishnah qu'avant mincha, on n'a pas le droit de faire dès qu'une demi-heure avant le temps de mincha, de la prière de mincha, on n'a pas le droit de commencer ces choses-là, de peur qu'on va oublier, on ne fera pas la prière de mincha. Même chose exactement. L'étude, oui. L'étude, on peut commencer à étudier dans cette demi-heure-là. Et pour nous, Sfaradim, si on a commencé donc avant le moment de l'abdika, on peut même continuer après. Dès que le moment de l'abdika, la nuit est tombée, 25 minutes après le coucher du soleil, là il est interdit de bien sûr manger, bien sûr, donc un repas important, de se couper les cheveux, d'aller se baigner, etc. Toutes ces choses, c'est évident, vu que déjà une demi-heure auparavant, c'est déjà interdit. Plus forte raison de commencer. L'étude aussi sera interdite. On n'a pas le droit de commencer à étudier. Dès que le moment de l'abdika est arrivé, on doit arrêter d'étudier, même la grande méthode d'étude de Torah, pour commencer à faire l'abdika, parce qu'on étudie pour savoir quoi faire. Là, il faut faire maintenant. Alors si tu étudies pour ne pas faire ce que tu dois faire, ce n'est pas une étude convenable. Donc on arrêtera d'étudier. Mais si on a commencé à étudier avant, même dans la demi-heure qui est avant la tombée des étoiles, c'est-à-dire le moment de l'abdika, on pourra continuer après nous les Sfaradim. Ashkenazim devront arrêter, eux, le Réma dit qu'eux, ils arrêtent d'étudier. Qu'est-ce qu'on fera? Il y a un problème aussi avec la prière. Le mieux, c'est de faire la prière avant l'abdika. Normalement, si on la fait bien, l'abdika chametz, elle est longue, elle est fastidieuse. On est très, très, très fatigué après. Donc, mieux vaut faire la prière avant. Aussi, on a une loi qui dit Tadir, Tadir Kodem. Une chose qui est habituelle, une chose qui n'est pas habituelle. Alors, on fait la chose habituelle d'abord. Donc, on fera d'abord, on ira faire Arvit, juste après le coucher de la tombée de la nuit, sortie des étoiles. Après, directement, on vient à la maison et on commence la bdikat chametz. Il est bien, ceux qui veulent faire bien d'après la Kabbalah, d'aller au mikvé auparavant. Ceux qui n'ont pas un mikvé sous la main à ces heures-ci, c'est bien au moins de se laver les mains, faire un nettoyage yadayim avant de faire la bdikat chametz. Celui qui a un magasin et le magasin ferme à 7 heures. Bdikat chametz, on va dire, se fait à 6 heures. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il doit fermer le magasin et aller faire sa bdikat chametz. Maintenant, il ne peut pas.
Alors il y a deux solutions. Il y a une solution, c'est qu'il appelle à la maison et qu'il dise à sa femme, à ses enfants, si possible des gens qui ont plus de 13 ans, sinon même moins, il envoie des envoyés de sa part qui vont faire l'abdika. Ils vont faire l'abdika pour lui. Autre chose qu'il peut faire, c'est qu'il commence l'abdika dans son magasin. Le magasin, si durant l'année, il se peut qu'il y a du chametz qui est rentré, des biscuits, quoi que ce soit, alors il faut faire l'abdika aussi dans le magasin, c'est obligatoire. Donc il commencera l'abdika dans le magasin. Il fait la bracha, il commence à faire l'abdika dans le magasin, et à 7 heures, il part, il va à la maison, il continue, en comptant sur la bracha qu'il a fait, il continue l'abdika qu'il a fait, qu'il a commencé au magasin, il a continué chez lui à la maison. C'est pas un FSEC, il n'y a pas d'arrêt entre le magasin et la maison, bien que ça peut être peut-être 1 heure de route, tant qu'il n'a pas parlé d'autre chose. C'est un problème, on verra qu'on ne peut pas parler d'autre chose n'ayant pas de rapport avec l'abdika, il ne pourra pas parler, normalement, s'il a fait la bracha. Mais la distance qu'il y a ne fait rien du tout. Il faudra bien sûr qu'il ait la kavana, qu'il ait la pensée quand il fait la bracha. Je fais maintenant la bracha pour l'abdika que je commence ici, et que je continuerai après à la maison. Quelqu'un qui a un magasin de pizza. Alors, il faut faire l'abdika du chametz maintenant, il n'a pas de pizza. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réserver une petite partie dans le magasin, que là, il n'y a pas de chametz, il fera l'abdika dans cette partie-là. Cette partie-là, il peut déjà vérifier parce qu'elle n'a plus de chametz. Dans cette partie-là, il fera l'abdika du chametz et après continuera chez lui à la maison. Dans les cas où on a une grande maison, beaucoup d'affaires, des greniers, des voitures, un jardin, quelqu'un qui va tout seul faire la vérification de l'abdika, s'il veut la faire comme il faut, ça prend des heures. Et c'est très fastidieux. Alors il y a une solution, c'est qu'il ne la fasse pas tout seul, ils prennent des gens avec lui pour la faire. Le mieux, si possible, des hommes qui ont plus de 13 ans. Des enfants à lui qui ont plus de 13 ans, c'est le mieux. Sinon, comme moi qui n'ai pas beaucoup de garçons, j'ai un garçon et beaucoup de filles, alors mes filles qui sont grandes aussi, ma femme, etc., c'est aussi valable, même si on n'a pas le choix, même des gens qui n'ont même pas encore 13 ans, c'est valable aussi. Ce n'est pas le mieux du monde, si possible, des hommes ayant 13 ans, sinon après en descendant, des femmes, et sinon encore moins, des enfants qui ont moins de 13 ans, peuvent nous aider, notre envoyé pour la bdika, pour le bdika de chametz, la vérification du chametz. Comment on va faire? On les met proches de nous, on fait la bracha, et eux pensent être rendus quittes par notre bracha, on pense être rendus quittes par notre bracha, et après la bracha, chacun part avec ses bougies, vérifier dans toute la maison. Quel bracha on fait? On ne fait pas abdikat chametz. À chaque des femmes, abdikat chametz, qui nous a ordonné de faire la vérification de chametz. Celui qui fait ça, c'est bracha al-batala. C'est pas valable. La bracha, elle est al-biur chametz. À chaque des femmes, al-biur chametz. C'est quoi biur chametz? Biur chametz, c'est l'élimination physique du chametz. On va le brûler. Pourquoi faire la bracha maintenant? On le brûle que demain matin. L'abdika qu'on fait, la vérification qu'on fait maintenant, elle est le début de la mitzvah qui va nous permettre enfin, en achèvement de mitzvah, de brûler. Comment tu peux brûler si tu n'as pas vérifié? Il faut vérifier. Tout ce que tu vas récolter maintenant, tous les petits bouts que tu vas mettre, etc., tout ça tu récoltes et tu le brûles demain. Donc en fait, la mitzvah, c'est brûler, mais tu commences à la faire maintenant en recherchant ce que tu dois brûler. Donc tu fais la bracha de brûler. Al-biyur chametz. Ok? Maintenant, normalement, on devrait faire aussi une autre bracha, shechiyanu. Shechayanu, que nous a fait vivre, exister jusqu'à ce moment. Mais c'est un safek, c'est un doute dans la halakha. Est-ce qu'on doit faire cette bracha, oui ou non? Chaque fois qu'on a un doute à propos d'une bracha, on ne la fait pas. Le mieux, si possible, c'est d'acheter un nouveau fruit, un fruit saisonnier, c'est la saison, je ne sais pas, les fraises par exemple, c'est la saison pendant Pessah, ou les nefs, d'accord, il y a toujours des fruits saisonniers de la saison, c'est le printemps. Tu le mets devant toi, ou un nouvel habit, un nouveau costume, un nouveau chapeau, un nouveau quelque chose d'assez important sur lequel tu dois faire une bracha de shechiyanu. Et tu feras d'abord la bracha de shechiyanu sur le fruit et tu le manges. Tu fais boré priya et. Après tu fais shechiyanu et tu le manges. C'est une fraise, c'est pas boré priya, c'est fraise, c'est boré priya adama. Boré priya adama. Après shechiyanu et tu le manges. Si c'est l'habit, tu fais shechiyanu, tu portes l'habit. Et quand tu as fait shechiyanu, tu vas penser, je fais la bracha aussi, je fais aussi la bracha de shechiyanu pour la bdikat chametz, pour rendre quitte la vérification du chametz. Et juste après, tu fais la bracha sur bdikat chametz et tu commences à aller partir chercher dans toute la maison. Pour cela, on a gagné que quoi? On a gagné qu'il y a des avis qui nous disent que pour la petite 4 mètres, on ne fait pas oui. Shechiyanu. On a gagné qu'on fait Shechiyanu. Normalement, on devrait faire cette bracha. Mais vu qu'il y a quelques avis qui disent qu'on n'a pas à la faire, pour sortir du problème, tu fais Shechiyanu sur une autre chose que c'est certain que tu dois faire, et tu rends quitte maintenant. Là.
Il y a certains avis qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y a un autre truc à faire aussi, c'est le lendemain. Le lendemain, pendant le soir du Seder, on fait Shechayanu dans le Kiddush. Dans le Shechayanu du Kiddush, on pense rendre quitte toutes les mitzvot de la soirée. La matzah, le maror, on verra, le Gan du Vilain, il a dit qu'il y a 64 mitzvot le soir du Seder. 64 mitzvot en Derabanan et de Horaïta. On les rend tous quitte avec le Shechayanu qu'on fait dans le Kiddush. Tu peux aussi penser rendre quitte rétroactivement l'abdikat Hametz que tu as fait hier. C'est valable aussi. Si tu n'as pas fait avec le fruit ou avec le nouvel habit. Donc, le moment que tu as fait la bracha, al-biyu chametz, il ne faut plus parler. Il ne faut plus parler de choses qui n'ont rien à voir avec la bdikat chametz. Tu as le droit a priori, donc sans aucun problème, de parler de tout ce qui a à voir avec la bdikat chametz. Tu demandes, est-ce que quelqu'un vérifiait déjà le freezer, où ça a été vérifié ou pas, où tu as mis la poubelle, enfin, tout ce qui a à voir maintenant avec bdikat chametz, c'est complètement permis d'en parler. Tout ce qui n'a rien à voir avec bdikat chametz, c'est complètement interdit d'en parler. Et si on en a parlé, alors si on a parlé avant de commencer l'abdika, quelqu'un a dit, il a fait al-biyu chametz, répond amen, après quelle heure il est? Ça n'a rien à voir. T'as entendu qu'ils ont attrapé un Mechabel, un terroriste en Israël? Ça n'a rien à voir. Là, vu que tu as parlé avant de commencer l'abdika, terminé. Là, normalement, il faudrait que tu refasses la bracha et tu ailles faire l'abdika. Si par contre, tu as commencé à faire l'abdika, alors si tu as parlé d'autre chose, tu ne refais plus la bracha. Vu que tu as déjà commencé à faire l'abdika, la bracha, donc elle a déjà pu se poser sur l'abdika, sur le petit de vérification que tu as commencé à faire, et ça va. Si quelqu'un fait autre chose que l'abdika entre, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, a priori, il faut directement après que tu as fait la bracha, commencer l'abdika, rien faire d'autre. Mais si maintenant est arrivé tout à coup un bébé qui a pleuré, il faut lui faire un biberon, tout à coup la voisine qui s'énerve et qui je sais pas, elle t'envoie une tomate sur la tête, d'accord, et tu lui envoies aussi une tomate sur la tête, d'accord, c'est pas l'abdika, rien à voir avec l'abdika, d'accord. Tant que tu n'as pas parlé, alors tu peux, c'est pas considéré comme un arrêt entre la bracha et la vérification. A priori, on fera aucun arrêt, même pas en action. Même pas en action. Directement après la bracha, on commence la bdika, oui. Vous dites que c'est fastidieux la bdika chametz, mais c'est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'on a passé des semaines déjà à vérifier tout. Bon, alors je voulais en parler un peu plus tard, mais si tu me poses la question, alors je vais te répondre. La bdika chametz est un sujet de faire ce soir-là. Chazal, on dit ce soir-là. On verra qu'on a des cas spéciaux, on peut commencer déjà à faire la bdika les soirs d'avant. Mais néanmoins, la bracha, la bénédiction, sur la mitzvah de faire la bdika, on l'a fait que ce soir-là, parce que c'est là que Chazal institue, c'est là que vient la lumière du ciel, c'est le moment où il faut faire. Et bien qu'on a vérifié de fond en comble, néanmoins, vu que Chazal a institué, on fait la bracha maintenant. De plus, on verra qu'on a une coutume d'aller mettre des petits morceaux de pain qu'on va bien entourer de papier aluminium, 10 petits morceaux qu'on va cacher un peu dans toute la maison. Donc rien que sur ça, déjà, il faut faire la bracha. Même s'il n'y avait pas ça, il faut quand même le faire. De plus, des fois, tu verras qu'on trouve du chametz encore. Bien qu'on a vérifié, quand on va bien de nouveau, on trouve encore des fois du chametz. Donc tu n'es pas certain que tu ne pourrais pas jurer maintenant. Pour toutes ces bonnes raisons-là, on fait la bracha maintenant, ce soir, sur la bdika. Même qu'on a complètement nettoyé, on revérifie absolument tout. Tout ce qu'on a nettoyé, frotté, on revérifie de nouveau. Ça, c'est la takana, le décret de Chazal. Et exactement pas comme font beaucoup de gens, qui font la bracha, et ils vont à la symbolique, comme tu dis. Ils prennent la bougie, ils vont un peu par-ci, ils reviennent, terminé. Ça, d'après beaucoup de poskim, c'est bracha le batala. Tu n'as pas fait la mitzvah. Ça, c'est bdika. Ça prend quelques heures. Ça prend normalement quelques heures. Non, ça prend quelques heures. Tu vas vérifier tout, chaque assiette. Partout il y a du chametz. Partout on a l'habitude de mettre du chametz, il faut vérifier. Donc chaque assiette, tu vérifies. Chaque casserole, chaque poêle. Chez nous, tout, on met tout dehors, on commence. Chaque, tout. C'est la vaisselle de Pessah déjà. Ah ouais. Bah, alors tu as la vaisselle de Pessah en haut, tu ressors toute la vaisselle de non-Pessah, tu vérifies. Pas la vaisselle de Pessah, d'accord, hein? On l'a pas vendu encore. Hein? On l'a pas vendu encore. Qu'est-ce qu'on a vendu? On n'a rien vendu. Attends, je te parle sans la vente. C'est une vente, c'est encore une chose spéciale. D'accord? La vente, elle a lieu que le lendemain. Mais il est vrai, je pose la question maintenant. S'il y a des parties qu'on va vendre au goy, bien que la vente ait lieu demain, d'après le Ikaradin, d'après la loi stricte, pas besoin de faire la vérification. Aujourd'hui, une nouvelle coutume est rentrée, parce que certains poskim me disent que comment tu ne vas pas vérifier? Après tout, c'est quand même dans ton domaine. La vente, elle n'a lieu que demain. Il y en a qui font une vente qui commence le 13. La vente, elle a lieu
elle est effective avant le moment de la vérification. Le soir, quand on rentre le soir, c'est le 14 qui commence. La vente a lieu le 13. Un endroit que tu ne veux pas vérifier, toi. Tu ne veux pas vérifier. Toi, tu quittes ta maison, tu viens à Jérusalem pour les fêtes, tu quittes ta maison de Paris. Alors, tu vas chez le rabbin, tu vends ta maison avant l'abdicat Hametz. Pas besoin de faire l'abdicat Hametz. Non, mais c'est. Même si tu n'as pas vendu le 13, tu as vendu le 14, on reparlera un peu de la vente, etc., qui, quoi, comment. Même si tu as vendu le 14, d'après le Ben Sion, d'après le Mishnah Berurah, tu as besoin de vérifier les endroits que tu vas vendre. Mais nous qui essayons de ne pas vendre, parce que tu vends quoi? Si tu vends, c'est du whisky, c'est des pâtes, des choses comme ça. Mais d'abord, tu ne vends pas tous les ustensiles. Il ne faut pas vendre, on vend les ustensiles, après il faut que tu se remplis au mikvé. D'accord? Un ustensile qui a été vendu à un goy, quand tu le rachètes, il faut te remplir toute ta vaisselle au mikvé. C'est insupportable, hein, intolérable. Qu'est-ce qu'on vend? On vend le chametz qu'il y a dedans. Ok? Alors, si tu as vendu l'endroit entier, tu as vendu toute l'armoire, on va dire. D'accord? Tu as vendu l'armoire sans les ustensiles qu'il y a dedans, le chametz qu'il y a dans l'armoire, ok, pas besoin d'aller vérifier là-dedans. Mais ceux qui ne font pas la vente de tous ces endroits-là, il faut vérifier tous les endroits où il y a du chametz. Ça prend du temps, c'est fastidieux. C'est une mitzvah, une grande mitzvah qu'on doit faire, les fum tzara agrat, après la souffrance, comme ça, et le mérite. Ok. Alors vous dites que celui qui part avec sa bougie et qui va simplement chercher les 10 petits morceaux qui ont été répandus à la maison, ça c'est bidon. Pas bidon, parce qu'aller chercher 10 morceaux, déjà, c'est une meilleure vérification que de faire un petit tour comme ça. D'accord? Mais normalement, pour on faire bien la mitzvah, plus on la fera on doit aller vérifier qu'il n'y a pas de chametz. On ne compte pas sur ce qu'on a vérifié avant. Il m'a dit très clairement, je crois bien qu'on l'a nettoyé avant, on revérifie le 14. Vérifier. Il faut commencer. Je sais que beaucoup de gens ne le font pas. Les gens viennent des fois chez nous voir, et nous voient 4 heures après encore en train de faire encore avec les bougies. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? En train de vérifier toute la maison, d'accord? Les poches, les manches, tout ce qu'il faut, comme il faut bien. Tous les habits des enfants, il y a beaucoup d'enfants, donc c'est beaucoup de... Bien sûr. Vous avez dit hier que si on lave les habits, oui. Le chametz, c'est vrai, mais il faut quand même vérifier. Mais comment on vérifie? J'ai expliqué pour les poches. J'ai expliqué que s'il y a tout ce que nous avons, le problème c'est que si je vois un morceau de kazaït, s'il y a un morceau de kazaït, ou un chachash, ou un doute qu'il y a un morceau de kazaït dans une des poches, je dois vérifier. S'il y a un doute qu'il y a un morceau de moins de kazaït, boîte d'allumettes standard universel, pas besoin d'aller vérifier. Dans les poches, on peut avoir plus de kazaït? On peut. Donc il faut aller vérifier. Est-ce que je dois sortir toute la poche, vérifier maintenant, regardons bien chaque miette? Non. Il suffit de mettre la main dans la poche, il n'y a pas kazaït, ça va. Pour les assiettes livres, c'est pas là. Donc je vais préciser aussi ce que j'ai dit hier. Moins de kazaït, c'est quand j'ai un doute qu'il y a ou pas. Ou même si je sais qu'il y a un moins de kazaït, mais il n'est pas sous ma main. Il est dans une poutre éloignée, dans une valise, sous le sofa, dans le comment on appelle ça, dans le sofa, tu as des fentes comme ça qui rentrent, d'accord, les fauteuils, il faut aller, pas besoin d'aller avec l'aspirateur et enlever toutes les petites gouttes, d'accord, tu as un peu de chametz qui est là-bas. Ce chametz fait moins de kazaït, vu qu'il n'est pas sous ta main, alors pas besoin de l'enlever. Donc, les poches, s'il y a plus de kazaït, je dois vérifier. Pour moins de kazaït, pas besoin de vérifier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sous ma main. Et en plus, ce n'est même pas certain qu'il y a. Mais le kazaït, je dois vérifier. Donc, je dois aller maintenant mettre mes mains dans toutes les poches de tous les habits. Les livres, pas besoin, parce qu'il n'y aura jamais kazaït dans un livre. D'accord? C'est uniquement dans le livre ou dans le canapé qu'il doit avoir un kazaït, ou c'est dans toute la maison? Non. Non. On parle que chaque morceau. On ne dit pas que la maison, elle réunit tous les morceaux de kazaït ensemble. Chaque morceau, et c'est un morceau à part. Alors, pourquoi la bougie et pas la torche géante? Parce que c'est si ridicule, une bougie, c'est clair. Parce que j'ai expliqué hier, il y a deux choses. Ça, on parle maintenant pour ne pas transgresser l'interdiction d'avoir du chametz dans sa possession. Mais il y a un deuxième problème, faire attention qu'on ne va pas manger le chametz. Donc tout ce qui est dans la cuisine, à la bougie, tu prends, tu regardes l'étagère, tu regardes comme ça, tu mets les yeux à l'auteur de l'étagère, tu regardes bien qu'il n'y a pas une miette de pain. Parce que s'il y a une miette de rien du tout, tu vas la manger, tu as fait interdit la Torah, comme si tu as mangé du porc. Donc il faut une bougie. Je vérifie mieux à la bougie qu'à la torche ou à... Oui, parce que la bougie, elle fait une ombre portée qui te permet de voir beaucoup mieux. La torche, c'est pas valable. Est-ce que c'est valable de faire avec une lampe de poche? Alors il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Là, la si on n'a pas le choix, on fera avec une lampe de poche, mais sans la bracha. Parce que c'est une marloquette, si oui ou non. Rav Ovadia dit qu'on peut faire avec la bracha, Rav Tzoni dit que sans bracha, donc c'est mieux quand même de faire sans la bracha. Le mieux, si possible, c'est une bougie, pas une torche.
C'est quoi une torche? C'est deux mèches qui ne se touchent pas et qui font une seule flamme. Ça considéré comme une torche, c'est interdit. Si c'est deux mèches qui sont ensemble, c'est considéré comme une bougie, parce que dans toutes les bougies, c'est des mèches qui sont ensemble, d'accord? Donc, quand c'est ensemble, c'est considéré comme une bougie, ça va. Si on a commencé à faire l'abdika avec la bougie à la maison, et après on doit descendre, vérifier la voiture. Ah bah alors, Alors on va pas descendre avec notre bougie, parce qu'au premier coup de vent, elle va s'éteindre. ce que tu fais comme Parce que moi, on tu prends descend ta en bas, on bougie prend la torche. et tu prends dans ta poche une boîte d'allumettes. Tu éteins la bougie, tu vas dans la voiture, tu allumes. Évidemment, en façon de ne pas mettre le feu dans la voiture, d'accord? Si effectivement c'est On peut pas casse-pied descendre et la tu as lampe peur, électrique dans la- alors lampe de poche, ça va, comme je dis. Lampe de poche, ça va. Il est obligatoire de faire l'abdika dans la voiture. Alors, on va commencer maintenant sur les endroits. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie? Tout ce qui nous appartient. La maison, le bureau, les barourim ils ont leurs armoires ici. À la yeshiva, il faut vérifier les armoires, en tout cas avant de partir. Ce qui reste ici, évidemment, qu'il faut vérifier. Vérifier au magasin, vérifier le jardin, vérifier les balcons, vérifier les valises, vérifier les sacs à main, vérifier les sacs de travail, vérifier les sacs des enfants. Tu remets les sandwichs pour le 10h, d'accord? Tu reviens après ça. Oh, le sandwich, il est encore là, d'accord? Vérifier les poches, évidemment, comme j'ai dit. Les poubelles. Tu mets le plastique, mais dedans, collé sous la poubelle, tu as un beau morceau de pain, comme ça, de gaufrette écrasé. Derrière les radiateurs, des fois, tu as des gros morceaux comme ça de gaufrette, de pain. Et tu as de tout. Tu as des enfants, il y a partout du pain. Sac d'aspirateur. Sac aspirateur, pas besoin. C'est vrai? Parce que tu n'as jamais une gaufrette entière dans un sac d'aspirateur, tu as des petites miettes, n'est-ce pas? C'est déjà considéré comme pas sous ta main. En plus, c'est maous. C'est marqué dans la Gemara que les miettes, par terre, elles sont annulées. Personne ne va aller lécher maintenant des miettes. Même que c'est vrai qu'un chien il peut venir les manger, mais vu que c'est petit et que c'est des choses qui est sali, même pas besoin de vérifier. On ne vérifie pas le sol de la maison. Mais on doit le vider quand même. Le sac de l'aspirateur, c'est pas grave si. Moi, je le vidais, mais j'ai compris aujourd'hui que c'est inutile. Pourquoi? Parce que les miettes là-bas font moins de kazaït. Ah, c'est pas sûr ça. Tu as des morceaux de plus de kazaït que dans un aspirateur. On va m'acheter des on peut. Ça passe aspirer par des les Les gros Bon. aspirateurs, ils prennent des. Ok. Alors, si dans le sac d'aspirateur, il se peut que des morceaux de plus de kazaït, alors il faut vider le sac aspirateur absolument. Très bien. Sinon, non. Il faut vérifier. En tout cas, ici en Israël, en Khoussaaretz, c'est un autre problème, c'est un problème. Mais ici, en Israël, où tous les voisins sont juifs, donc tout la cage d'escalier, l'ascenseur, le jardin qui appartient à l'immeuble, tout cela doit être vérifié. Ça nous appartient à nous. En tout cas, ton obligation est de vérifier depuis l'entrée jusqu'à chez toi. Plus haut que chez toi, pas besoin. Mais ton entrée jusqu'à chez toi, tu es obligé. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est entre voisins, on s'arrange. Écoute, moi, je fais depuis les moitiés des escaliers jusqu'à l'autre moitié, plus mon étage, etc. Quelqu'un, le préposé au vadbait, comment on appelle ça en français, le vadbait, le concierge, s'occupera de faire l'ascenseur, un peu le jardin autour, etc. Si on habite dans un bâtiment en Khoussaaretz, Vérifiez, attention, excusez-moi encore bien, les armoires électriques. L'électricité là-bas, il y a toujours des biscuits et des trucs que les enfants mettent. Vérifiez en Israël les miklatim, les abris, les marsatim, les greniers. Tous les endroits où il se peut que du Hametz qui est rentré doivent être vérifiés. en Oui, Khoussaaretz, c'est un bâtiment où le reste des gens ils sont juifs. Ça existe. c'est une question. Ou le C'est une Valbait, question. c'est des goïs aussi. J'ai fait poser la question, je n'ai pas encore reçu la réponse, parce que je ne sais pas. Hein. Quelqu'un m'a dit maintenant que c'est pas, l'immeuble en France n'appartient pas au locataire, il appartient à la régie. Bon, alors ça m'appartient, c'est pas pire que la rue. Ici en Israël, nous sommes chacun des locataires, il a une part qui lui appartient dans la cage d'escalier, ça lui appartient à lui aussi. Parler d'un locataire ou d'un propriétaire? Ou alors, il n'y a pas de différence. Aucune différence. Ok. Aucune différence. Pour le bureau, si le bureau il est à une demi-heure de la maison et que on est employé. dans ce bureau-là, Alors, maintenant parlons d'une autre chose. C'est très difficile. Baruch Hashem, aujourd'hui, les gens n'ont plus une maison, une chambre dans laquelle ils habitent. Ils ont plusieurs chambres, des fois plusieurs maisons, une voiture, un grand jardin, qu'est-ce que j'en sais. Beaucoup, Baruch Hashem, qui est beaucoup d'abondance. C'est difficile d'aller vérifier tous les mêmes soirs si on veut bien vérifier. Il est conseillé de commencer la vérification déjà avant. Comment on fait ça? C'est très simple. Les soirs d'avant, on prend une bougie, et on vérifie. Au lieu de, comme je dis, mettre tous les kélim de Hametz, tous les ressortir, de nouveau tous les remettre. Quand maintenant tu fais des grands déménagements par exemple, tu prends toutes les assiettes de Hametz, tu les mets maintenant dans une armoire
de côté. Alors, tu fais ça le soir, tu prends ta bougie, tu regardes chaque assiette, tu passes, tu mets dans l'armoire, tu vérifies dedans qu'il n'y a rien du tout, tu fermes l'armoire avec un scotch, terminé. C'est déjà vérifié, tu écris déjà vérifié pour Pessah. Ça, terminé. Tu peux vérifier toute ta maison avant Pessah, avant le soir du 14. C'est pas bien, parce que nous voulons quand même que la vraie vérification avec la bracha ne se fera que le soir du 14. Avant, on vérifie, mais sans la bracha. La vraie mitzvah, elle se fait le 14 au soir avec la bracha. Donc on laissera au moins une chambre, au moins un endroit, au moins un frigo, au moins un four, quelque chose à faire le soir du 14, parce que c'est vraiment de faire l'abdika. Mais pour nous alléger le travail qui est fastidieux, moi je sais que j'ai pas une mitzvah qui est plus dure que toute l'année. C'est pour moi la mitzvah la plus dure que j'ai. C'est des heures. Des heures, ça prend, on est déjà ratatiné déjà par quelques jours de travail. Donc, vous savez que c'est très intéressant que le siman, le chapitre des lois du Seder, c'est Taf Ain Bet. Le siman Taf Ain Bet. Tab. Tab, en arabe, c'est Ta'ban, en arabe, fatigué. C'est le siman du sort du Seder. On arrive sur les rotules, c'est très dur. Donc déjà le soir d'avant, on est déjà bien fatigué. Faire une vérification aussi longue, c'est très fastidieux. Donc il est très conseillé, bien qu'il y ait un grand essai de reposer toujours plus tard. Et on arrive toujours avec le 14 avec une vérification énorme à faire de quelques heures. C'est bien si possible de commencer déjà les soirs d'avant. Avec la bougie, on vérifie déjà. Comme ça, on a gagné du temps, du travail. On a battu déjà boucle de vérification pour les soirs d'avant. Une famille peut faire aussi ça. Alors, Oui, mais tu dois qu'elle soit ton envoyé. Tu lui dis, tu es mon envoyé. Et Rav, Oui. une chose concernant le miklat, si dans le miklat il y a des voisins qui ont stocké leur chametz parce qu'ils ne sont pas religieux, on n'a pas le droit de leur jeter. C'est vrai. C'est vrai. Si un chametz de type non religieux, il ne vend pas au goy. Non. Il ne vend pas au goy. Bon, t'as rien à faire. C'est pas ton chametz. Ça va. C'est pas ton chametz. C'est pas ton chametz. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les lieux publics? Une synagogue, une yeshiva. J'ai une question importante. Sur le fait d'arriver sur les rotules le soir de Pessah, par rapport au fait que la bdika est très fastidieuse, est-ce que ce serait pas mieux d'arriver plus en forme le soir du Seder et de compter sur la Mechira, ou de compter sur le Biour, ou de compter sur tout ce genre de trucs pour s'alléger au niveau de l'abdika? Il y a une grande mitzvah. L'abdika, elle est d'Oraita. On avait dit qu'elle devient des Rabbanan. Si tu fais le biour après, elle est des Rabbanan. Mais en elle-même, comme ça dit Mishaboura, il dit que quand tu fais l'abdika, vu que tu n'as pas encore fait le bitul, tu n'as pas encore fait le bitul, l'illumination métaphysique, d'accord, dans le cœur, alors maintenant tu es en train de faire la mitzvah de Tashbitu, la mitzvah de Oraita. Donc c'est une mitzvah de la Torah. Comme ça tu fais à la légère? À Soukot, on va acheter un hétrog pour une seconde que tu prends comme ça, on le paye je ne sais pas combien, pour une mitzvah de Horaïta qui dure une seconde. Là, c'est une belle grande mitzvah. Les fum tsara agrad. Après, et je te garantis qu'en fonction de la difficulté que tu fais, comme ça, tu reçois une grande lumière qui vient. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire, on pense s'alléger, chacun connaît son niveau et chacun connaît un. Ok, alors je te conseille déjà de faire avant, mais de faire comment tu peux t'asseoir le soir du Seder tranquille, alors, sachant que tu n'as pas bien vérifié maintenant là-bas, que maintenant il y a du Hametz, qu'est-ce que j'en sais? Tout le Pessar, tu as ici le cœur qui te monte et qui descend. Tu as fait un bitoul, ok, tu as fait un bitoul, tu as fait une annulation. Mais si possible de faire mieux, écoute, chacun il fera comme il veut. Le mieux, de faire intelligemment. C'est maintenant un truc, tu peux vérifier avant. Maintenant, il y a aussi la vente. Ok, la vente à un goy, elle est valable, c'est pas génial. Il y a un problème, c'est que pour que la vente soit valable d'après beaucoup de poskim, il faut que tu vendes une chose qui a au moins la valeur d'une prouta. C'est-à-dire aujourd'hui, 1 centième d'euro, 5 à 6 centimes. Or d'habitude, on nettoie tout, et quelqu'un c'est une bouteille de whisky, ça va. Mais on n'aime pas, pourquoi? Tu as une bouteille de whisky, maintenant tu la vends au goy, la vente, elle est valable, mais c'est pas un truc génial, parce que tu sais très bien qu'après, la peu fatiguée te le rend, et c'est mieux que rien. Elle est valable, encore une fois, mais ça a été institué à la base quand quelqu'un avait une usine de whisky, une usine de bière. Alors, il ne pouvait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors on a trouvé la combine, on vend ça à un goy. Mais tout le monde comprend que ce n'est pas génial. Donc si tu as peu de chametz chez toi, mieux vaut complètement l'annuler. Il y a un problème, c'est que si tu annules tout le chametz que tu as chez toi, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu veux vendre encore en cas où? Ok, mais il faut que tu vendes quelque chose. Tu ne vends pas de l'air. D'après beaucoup de décisionnaires, il faut que tu vendes, il faut que le chametz ait au moins la valeur d'une prouta, d'1 centième d'euro environ aujourd'hui. Donc il faut que tu aies du chametz. D'un côté, avoir du chametz et compter sur la vente, c'est aussi un problème. Donc ce n'est pas le truc génial à faire.
Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on enlève tout le Hametz, on fait quand même la vente. En comptant ces poskim qui disent que même s'il n'y a pas achevé Prouta, c'est quand même valable. N'étant pas certain que c'est vraiment valable. D'accord? C'est en cas où il y a quelque chose que tu as oublié, qu'est-ce que j'en sais? Ok, on le fait aussi, pour être certain. Mais c'est histoire de... Tu comprends? Je connais des gens qui font pas la vente de Hametz. Parce que tu as vérifié, après tu as annulé, même si tu as un morceau, tu l'as annulé, terminé. Pourquoi encore vendre? Pourquoi avoir du Hametz chez soi en comptant sur une vente que c'est pas certain à 100% on considère que c'est valable, mais c'est pas le mieux du monde. Alors, pourquoi considérer, pourquoi faire une vente? Prends le Hametz et brûle-le, mais ça c'est brûlé, vas-y, brûle-le. Donc, ce qu'on fait de tout le Hametz qu'on a chez nous. Mais alors, encore une fois, si... Dans l'année, vous n'allez pas acheter un paquet de pâtes dès que vous avez envie de manger des pâtes. Ouais, alors, Tout le monde chez lui, il a un placard où il a du ravitaillement. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va faire de tout Alors, ça? si effectivement, quelqu'un maintenant a une armoire de ravitaillement, il la vend au goy. De cela, on parle. On s'arrange d'habitude. Chez nous, on n'a pas des armoires de pâtes. Enfin, chez moi, c'est pas le cas, d'accord? D'accord. Alors, ok, alors, c'est une bouteille de whisky. Quelqu'un m'a mis une bouteille de whisky une semaine avant Pessah. Je n'ai pas réussi à finir parce que je n'ai pas un grand buveur de whisky. Et ben, la veille de prendre, j'ai pris glou, 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 glou. Comme mon père, il a pris ça, il a hurlé, d'accord? D'accord? Mais la mitzvah, c'est ça. Dieu, il ordonne de brûler le Hametz. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va avoir les 10 petits morceaux, on les brûle. Alors, si tu as 10 bouteilles de whisky, tu as 4 bouteilles de whisky, tu as des choses qui ont de valeur, c'est vraiment dommage. Alors, tu vends au goy, très bien. Mais si tu as le choix maintenant de ne pas vendre au goy, tu n'as pas de Hametz, pourquoi maintenant garder le Hametz pour vendre? Tu n'en as pas, voilà ce que je veux dire. On peut s'arranger à ne pas avoir de Hametz chez soi, le soir de Pessah, c'est possible. Il est très, très tard déjà, oui. On a tous de la vaisselle qui n'est pas cachérisable. Mais la vaisselle, il n'y a aucun problème dedans. Mais c'est Hametz. Mais c'est pas Hametz la vaisselle. La vaisselle de porcelaine qui... Mais elle n'est pas Hametz, excuse-moi, elle n'est pas Hametz. Elle n'est pas Hametz. Tu peux manger dedans, mais il n'y a pas de Hametz. Il n'y a pas de Hametz. C'est pas pire. Mais c'est pas pire que les miettes que tu as dans les livres. Qu'il n'y a aucun problème à les garder. Bon, la suite demain. Baruch Adonai, l'homme va amen.